Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnel, Bola Latina ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 11e numéro de Lucarne Opposée est disponible sur notre site, avec à son sommaire un 11 maudit à en briser les cœurs les plus froids, ainsi qu'un dossier rétro sur l'année 1987. Et je rappelle également que les 10 premiers magazines sont également disponibles sur notre site. Allez, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. Aujourd'hui, la FCC se met la tête à l'envers et prend la direction de l'Australie pour se pencher sur le derby de Sydney, l'un des plus importants du pays, qui oppose le Sydney FC au Western Sydney Wanderers. Ça va être compliqué l'accent, toujours avec moi sur les pays anglophones, mais bon, on fait ce qu'on peut. Bon, quand Lucarne Opposée se fait kangourou, c'est Antoine Blanchet-Quérin que l'on sort de notre poche. Comment vas-tu, Antoine ? Salut Simon, bonjour à tous, et écoutez, ça va très très bien, et heureux de revenir pour un podcast pour parler un petit peu du foot en Australie. Et oui, c'est vrai que ça faisait un moment. Alors après, toi, t'as la bonne part en ce moment sur la chaîne YouTube de Lucarne Opposée avec beaucoup de live de matchs. Ça, c'est vraiment top que l'on puisse faire ça maintenant. Et puis, bon, c'est pas toi qui l'as fait, mais tu as l'honneur aussi sur le dernier temps additionnel. L'Australie est à l'honneur sur le dernier temps additionnel. Tout à fait, exactement, que Nicolas a fait. Bon, sur l'Australien, t'as lire l'Australien qui aurait inspiré Johan Cruyff. Qui a inspiré, voilà. Bon, allez, commençons par le commencement. Avant le sport, il y a la ville, il y a le pays, il y a une société, il y a des humains. Et quand on parle de Sydney, Antoine, on parle de quoi exactement ? Sydney, je pense que c'est la ville en Australie la plus connue avec Melbourne. Donc, c'est la ville, on va dire, la capitale de l'État du New South Wales, donc les nouvelles Pays de Galles. Et alors Sydney, pour ceux qui n'arrivent pas trop à le placer, c'est complètement à l'est du pays. Donc c'est en face de l'océan Pacifique. Alors on a la ville, on va dire carte postale, parce que on a le côté où on voit tout le monde avec l'Opéra de Sydney, l'Harbour Bridge, tout ça. D'ailleurs, quand le club du Sydney FC est champion, ils prennent souvent les photos ici pour parce que c'est l'emblème du club, l'Opéra de Sydney, donc du coup qui est sur le logo du club. Et après Sydney, ça s'étend très très loin, donc ça s'arrête à peu près. Alors on va faire un peu de géographie, mais ça va jusqu'au Blue Mountains National Park, et donc du coup on va arriver sur l'agglomération de Sydney qui est très grande, puisque on est sur quasiment du 12 000 km². Et il y a à peu près 5 millions de personnes, donc il y a de la place pour faire beaucoup de clubs de foot, notamment. Et donc c'est une très grande ville, c'est pas la capitale du pays, souvent, des fois on peut se tromper, parce que comme c'est la plus populaire, à mon sens, Sydney, non, la capitale c'est Canberra. Et donc voilà, et donc dans cette ville, il y a le côté, donc comme je disais, carte postale à l'est, l'océan Pacifique, les bateaux, le fleuve Parramatta, des photos très instagrammables. Et de l'autre côté, on a tout le côté suburbs, donc on va dire pas les banlieues, mais on va dire les quartiers plus éloignés du centre. C'est ce que veut dire suburbs quand même. Ça veut dire banlieue. Oui, mais alors, quand on dit banlieue en France, je pense que c'est un peu connoté chez nous. C'est pour ça. Le banlieue, on va dire là. On va le prendre d'un point de vue géographique, sociologique. La banlieue, c'est la périphérie d'une ville. Voilà, c'est la banlieue de Sydney. D'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Bon, la banlieue de Sydney, du coup, qui est donc plus vers l'ouest, qui s'étend plus vers l'ouest. Et donc, du coup, là, on a actuellement dans cette ville-là 2 clubs. Donc, on a à l'est le Sydney FC et à l'ouest le Western Sydney Wanderers. Et on aura un petit nouveau. Donc, toujours en point de géographie, Sydney s'arrête un peu avant la ville de Wollongong. Et du coup, il y aura le nouveau club de Sydney qui va arriver l'année prochaine, le MacArthur Football Club. Et celui-ci va plutôt prendre toute la partie sud-ouest du pays. On va essayer d'attirer en tout cas les supporters de cette partie-là.
Ok, bon, avant de commencer à vraiment parler du football, vraiment encore rapidement, un Sydnéen, c'est quoi? Oui, oui, oui. Sociologiquement, c'est quoi un Sydnéen au niveau métissage, au niveau immigration? Bah, c'est très multiculturel de toute façon. L'Australie, les joueurs, en termes de football, ils ont souvent double nationalité européenne, tout ça. Mais voilà, c'est très multiculturel. Il n'y a pas. Moi, je le vois à travers le football parce que je suis pas natif de là-bas, j'ai jamais été là-bas, donc je peux pas le décrire comme si j'y vivais. Et moi, je le vois à travers le football, mais c'est quand même quelque chose qui est très métissé, très multiculturel, vraiment. J'ai regardé beaucoup de reportages sur cette partie-là, mais après, on peut quand même dire que la partie ouest de la ville est un petit peu plus multiculturelle que la partie est, forcément, parce que plus on va vers l'est et plus il faut de l'argent en fait pour y accéder. Donc voilà, c'est à peu près les choses que moi j'ai pu remarquer, on va dire, en suivant le foot à des milliers de kilomètres d'ici. D'accord, oui, des milliers, oui, tu peux le dire, des heures et des Oui, heures et des heures de vol. Bon, le derby de Sydney c'est oppose donc, tu l'as dit, le Sydney FC au Western Sydney Wanderers. Alors, je te propose de présenter les deux protagonistes, et comme on est poli, ma foi, à lucarne opposée, honneur aux aînés, et les aînés, entre ces deux-là, ce sont les Sky Blues du Sydney FC. Alors, qui sont-ils donc, Antoine, ces Sky Blues? alors déjà le Sydney FC, c'est un club qui a été créé de toutes pièces, parce qu'en fait il faut se dire que la A-League, et donc le championnat national australien, existe depuis 2005. Donc avant c'était la National Soccer League, et donc du coup le Sydney FC a été créé donc au lancement de la ligue, et l'idée c'était la fédération australienne avait décidé au tout début que un club, une ville. Donc à partir de là, le Sydney FC pouvait, on va dire, attirer toute la ville. Donc comme je disais un peu plus tôt, l'agglomération de Sydney, j'ai regardé, c'était à peu près 5 millions de personnes. Bon, après il n'y a pas 5 millions de supporters du Sydney FC, mais et l'idée c'était de faire une place forte en fait à Sydney. Donc Sydney, voilà, c'est le club. Si vous regardez le logo de Sydney, donc l'ancien ou le nouveau, au milieu du logo, c'est l'Opéra de Sydney. Donc c'est vraiment le On club. n'a aucun doute, hein, c'est le logo, comme tu dis, c'est l'Opéra de Sydney. Ouais, c'est l'Opéra de Sydney. Et en plus, je crois qu'ils payent même l'Opéra pour pouvoir prendre on va dire, l'architecture sur leur logo. Et donc, du coup, en fait, le Sydney FC, c'est surtout un club qui a fait venir les joueurs les plus populaires, on va dire les plus populaires internationalement parlant, puisque il y a Dwight York, donc l'ancien joueur de Manchester United, qui est venu au Sydney FC, et le non des moindres Alessandro Del Piero, qui avait vraiment, grâce à lui, a popularisé la A-League. Et c'est parce que le Sydney FC à l'époque était tenu par le directeur Tony Pignata, qui a vraiment pris l'avion de Sydney jusqu'en Italie pour aller chercher Del Piero. Il a signé donc à Sydney, et à partir de là, en fait, grâce au Sydney FC, la popularité du championnat a vraiment explosé. Alors, j'ai pas les stats en tête, mais j'avais vu passer une infographie sur les affluences des stades de football avant et après Del Piero, et c'est parfois du double, voire du triple, parce que on avait du double au triple, pardon, mais voilà, on parle vraiment de quelque chose qui a été incroyable pour un seul joueur. Et Sydney FC a toujours eu ce côté-là, on va dire, bling-bling un peu, et c'est aussi le club, voilà, ça a été les premiers champions, ils ont gagné une Ligue des Champions OFC, donc de partie Océanie, quand l'Australie était encore pensionnaire de cette confédération-là. Mais après, voilà, dans ce côté un peu, le beau logo, le beau club, on est beau sur soi, on est dans les meilleurs endroits de la ville, en fait, aujourd'hui encore, il y a le côté où c'est le club de la fédération. C'est-à-dire, on peut extrapoler ça souvent, si on regarde le championnat français, souvent les gens disent « Oh là là, l'Olympique Lyonnais sont favorisés par rapport au carton jaune. » Enfin bref. Et en Australie, c'est le Sydney FC en fait qui a un peu ce mauvais rôle. Aujourd'hui encore, ils ont eu le titre de l'équipe la plus fair-play, parce que souvent, on juge, alors pas moi, mais moi je lis en fait ce qui se passe, on se dit souvent « Ah ouais, mais là, le Sydney FC, ils sont quand même bien aidés. » Parce que là, eux, ils ont obtenu un penalty, quand nous, les trois autres clubs, on n'en a pas eu. Et dernièrement, il y a des gens qui ont un peu extrapolé. Quand il y a eu le début du championnat avant la pandémie, le Sydney FC gagnait tous ses matchs, et depuis la reprise, a tout perdu parce que la VAR avait été enlevée. Mais ça va jusque-là, ça va vraiment jusque-là. Et en fait, alors, souvent on se dit, c'est parce qu'ils sont champions qu'on les maltraite un peu.
En fait, non, parce que Sydney, avant donc les derniers titres qu'ils ont remportés, était à peu près à l'équivalence avec Melbourne Victory, qui est l'autre gros club australien. Et en fait, Sydney a commencé à un peu titiller, on va dire, les supporters adverses parce qu'il y a eu ils ont été rendus coupables parce qu'ils ont fraudé au salary cap. Alors je sais plus, alors c'était en 2006, il me semble. Alors la date, ouais, je suis quasiment sûr, c'est 2006. Et en gros, la fédération avait dit, voilà, vous avez dépassé le salary cap, alors voilà, ils ont eu une amende et après l'amende, elle avait été revue à la baisse. Et en fait, l'ancien dirigeant du club, directeur, il disait oui, mais on a quand même beaucoup de matchs à jouer parce qu'ils jouent la Ligue des Champions, etc., etc. Mais voilà, c'était se dire, le club en fait entretient le fait qu'ils aient des passe droits certains. Et donc voilà, c'est un peu l'image que. D'accord, donc le Sydney FC, c'est le Golden Boy avec ses qualités voilà, et ses défauts. En gros, voilà, c'est ça, c'est le Glamour Football Club ou Bling Bling Football Club, des fois quand je vois passer. Et après, à côté de ça, Sydney, c'est le plus grand club australien en termes de palmarès, puisque déjà, ils ont remporté une Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions OFC. Ouais. Donc, Océanie l'avait remporté contre une équipe calédonienne d'ailleurs. Et après, voilà, c'est le plus gros club en termes de championnat, puisqu'ils ont 5 titres de championship, ils ont eu le 5e là. Et en termes de championship, c'est pareil, ils ont 4... ouais, j'ai un gros doute. En termes d'A-League, ils ont 4 ouais. Oui, voilà, c'est 4 premierships et 5 championships. Exactement. Voilà. Et ils ont aussi une coupe nationale. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est le gros club. Voilà, ils sont pas là par hasard. Mais voilà, ils correspondent bien en fait à tout ce côté ding, glamour. Ils ont des très bons résultats sportifs. Ils ont leurs meilleurs joueurs. Par exemple, l'ancien entraîneur Graham Arnold est aujourd'hui à la tête de la direction, à la tête de la sélection nationale. Mais voilà, c'est vraiment le phare de la Ligue. Ouais, et la phare de la ville, et d'après ce que tu dis avec Graham Arnold, et puis globalement le football australien, ça a aussi ce côté Juve ou Bayern, à carrément être le club qui entretient le football australien, un petit peu avec la sélection, avec les joueurs qui peuvent produire. Oui, voilà, et puis en plus maintenant, alors il y a comme Graham Arnold avait été introduit à la fédération, je regardais les forums de gens qui disaient que maintenant l'Australie, la sélection nationale allait avoir plein de joueurs du Sydney FC, mais après oui, mais bon, ils sont souvent champions, donc les Australiens qui jouent, ils ont forcément plus de chances d'intégrer la sélection parce que par exemple quelqu'un comme Ryan Grant, le latéral du club, forcément qui peut rentrer dans la sélection. Voilà, l'entraîneur le connaît aussi, choses comme ça. Après, il y a d'autres choses, par exemple. C'est le serpent qui se mord la queue, comme avec le Bayern. Voilà, après, voilà, mais c'est sûr que ça fait pas plaisir donc aux supporters du Wanderers, mais c'est comme ça, ils ont des titres et ils ont plus de portes ouvertes après, quoi. Eh oui, bon allez, voilà pour le Sydney FC donc, et place donc au rival, et quoi de mieux que des rouges pour s'opposer aux bleus, comme au baby-foot, un peu comme au baby-foot, puisqu'on va parler des rouges de Wanderers. Éclaire-nous un petit peu sur ces Wanderers, Antoine. Alors le Wanderers, Western Sydney Wanderers, en gros, le club, c'est assez génial. En gros, on a dit aux supporters, alors après j'ai plus les aboutissants, les tenants et les aboutissants de tout ça, mais en gros on a dit au club, aux supporters, voilà, il va y avoir donc un nouveau club à Sydney, à l'ouest de la ville, parce que en fait c'était le Sydney FC, on leur avait dit voilà, pendant 5 ans vous serez le seul club, donc après il y a un nouveau club qui est arrivé et un troisième l'année prochaine. Et en 2011-2012, donc le club avait été créé. En fait, en gros, on est parti sur une page blanche. Les supporters du club, donc les membres, les premières personnes qui ont signé pour être supporters du club avant sa création, ils ont eu une feuille blanche, on leur a donné un stylo et on leur a dit c'est quoi votre club? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ils ont créé le club de A à Z. On parle d'une carrière, on parle de MPG là, on parle d'une carrière à FIFA où tu crées ton club dès le départ ou c'est ça en fait, exactement. C'est vraiment, on a dit quelle couleur, comment on s'appelle, quelle couleur on a, et ça va jusqu'à même quel entraîneur, quel style de jeu, tout ça. Ça a vraiment, ils sont vraiment partis d'une page blanche. Et en fait, ce qui est bien à côté de ça, c'est de se dire que le club en fait appartenait aux supporters.
parce que c'est eux qui ont choisi ce club-là. On choisit comment ils représentaient. Donc après, pour resituer un peu, le Wanderers, donc c'est le club de l'ouest de Sydney, mais quand on regarde par rapport à l'agglomération de Sydney, ils sont plus au centre. Si vous remontez le fleuve Parramatta, vous tombez sur le Parramatta Stadium, donc qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelle le Bankwest Stadium. Donc, mais voilà, en fait, le club avait été dessiné, c'était vraiment l'ADN. Et comme tu disais, ce qui montre bien aussi le côté, on n'est pas comme le Sydney FC, c'est que c'est les bleus contre les rouges. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas plus opposé en termes de couleurs. Par exemple, je peux pas trouver d'autres exemples comme ça, mais en Australie, voilà, c'est vraiment d'autres exemples de bleus contre des rouges. Il y en a beaucoup quand même. Voilà, il y a du baby-foot, Inter de Milan contre Milan AC, Manchester contre City. Non, en Australie. En Australie, Je cherchais en Australie des... Non. Ah oui, non. Quand même, c'est la base. Oui, c'est la base. Bien sûr, mais non, j'essaie de me dire, est-ce qu'il y en a d'autres dans le pays qui... Mais non, je vois pas. Et voilà, après le Sydney Wanderers, donc c'est un club qui a été créé 2011-2012, et la première saison qu'ils ont fait, ils ont fini champion. Donc vous imaginez, vous êtes le premier club, vous arrivez et vous finissez champion de la saison régulière, et vous finissez cependant deuxième. En gros, le Western Sydney Wanderers, c'est le presque gros club. Parce qu'en gros, ce club-là, en gros, ils ont toujours fini beaucoup de fois deuxième. Et malheureusement, ils ont fait 3 finales de championship. Alors en gros, il y a une saison régulière et les 6 premiers font un tournoi final, et la finale de ce tournoi décerne le championship. Et donc du coup, c'est le plus gros titre. Et donc du coup, le Wanderers en a fait 3 finales, 3 perdues. Et c'est triste. Et surtout que derrière ça, ils ont aussi fini 2 fois deuxième en plus de leur titre. Donc du coup, en fait, ils auraient pu être un très grand club en termes de titres, mais voilà, ils sont deuxième, et ils ont qu'un titre de champion. Mais à l'inverse, ils ont ce que personne d'autre a. Ils ont une finale de Ligue des Champions asiatique remportée dans un scénario incroyable, mais ils l'ont remporté. Ils avaient gagné contre Al Hilal. Là-bas, à plus de... Al Hilal, Sydney, ça doit être à 13 000 km d'écart. C'est les paradoxes de la zone Asie, de la Confédération asiatique de football. Oui, c'est ça. Et voilà, ils sont à jamais les premiers. Et d'ailleurs, c'est un peu comme l'Olympique de Marseille. Eux, ils ont une étoile, mais c'est pour représenter leur Ligue des Champions. Ils ont une étoile d'or, parce que le système des étoiles est aussi différent en Australie, parce que quand vous gagnez le championship, vous avez une étoile, et dans cette étoile-là, il y a gravé le nombre de fois où vous gagnez le championship. Par exemple, Sydney a une étoile grise avec un 5 à l'intérieur, parce qu'ils ont gagné 5 fois le championship. Et à l'inverse, seuls les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions asiatique ont le droit à une étoile en or. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Mais sinon, en termes de club, c'est un club qui est beaucoup plus multiculturel, dans le sens où beaucoup de gens se retrouvent plus facilement au Western Sydney Wanderers. Ça, c'est des choses que j'ai parlé avec des supporters. Et en fait, eux, ils ont un peu le côté vilain petit canard en fait de la fédération, parce que on tapait toujours du doigt sur les supporters du Wanderers, parce qu'en fait les supporters du Wanderers, ce qu'ils veulent en fait, c'est être un club de football, comment je pourrais dire, à l'européenne ou à la sud-américaine, dans le sens où nous on fait une fête de fous furieux. Si vous voulez supporter le club du Western Sydney Wanderers, il y a toute la partie cortège avant qu'on voit partout en Europe souvent, où ils vont chanter jusqu'à l'arrivée au stade. Il y a beaucoup de vidéos, si ça vous intéresse, vous regardez des vidéos sur YouTube. Il y a même des gens qui ont fait des reportages sur le club, parce qu'on se dit, mais il y a du foot en Australie. C'était un peu ça, si vous voulez, les introductions. Oui, en Australie, il y a du foot, et il y a des fervents supporters qui allument des fumigènes et qui se prennent des amendes. Après, voilà, il y a des très gros déboires aussi avec ces supporters-là qui ont fait des tifos très injurieux et homophobes contre l'entraîneur adverse, qui n'est pas homosexuel, mais donc du coup qui avait fait des sacrés tollés que le club avait donc puni. Après, ça représentait pas tous les clubs, c'était une partie des supporters qui avaient fait ça, enfin bref. Mais voilà, c'est de se dire,
à côté de ça, on a le Sydney FC qui est plutôt le club. Ils ont des supporters, ils ont le COV, en fait, c'est leur ultra à eux, qui sont beaucoup plus calmes. C'est vraiment le club bon enfant, familial. Et derrière, on va voir le club du Sydney Wanderers qui va vraiment être là. Ça va vraiment être de l'ambiance. Les matchs au Wanderers. Et en plus de ça, maintenant, eux, dans leur nouveau stade, le Bankwest Stadium, ils ont les tribunes debout. Donc du coup, ça amplifie encore le côté populaire. Le côté populaire. Et ben justement, Antoine, on y vient, hein, on a planté le décor, on a les personnages, là on commence du coup à voir où est-ce qu'on part en termes de rivalité. Maintenant, qu'est-ce qui fait véritablement la saveur de ce Sydney Derby ? Alors, quand moi j'ai commencé le foot, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de derby en fait dans cette ligue, parce que en gros, pour que ça attire, forcément, il faut des oppositions. C'est pas ce club 1 contre club 2, club 3 contre club 4. En fait, voilà, ils cherchaient des oppositions et se dire... voilà, qu'est-ce qui match ? Faut qu'il y ait un peu de poudre en fait. Des fois pour animer un derby et des gros matchs comme ça, un peu comme souvent on dit que le Lyon-Saint-Etienne, souvent des fois c'est les matchs les plus intenses à suivre. En Australie c'est pareil, dans le sens où au début de la ligue il y avait Sydney contre Melbourne, donc le Big Blue Derby, parce que les deux équipes jouent en bleu et c'est les équipes qui ont les plus gros palmarès. C'est sympa à suivre. Il y a Adelaide contre Melbourne, c'est l'original rivalry parce que c'était les premières équipes à s'affronter. Il y a aussi Newcastle contre Central Coast, qui sont deux équipes très proches, et ça s'appelle le F3 Derby parce que les deux villes sont séparées c'est l'autoroute F3. Mais voilà, c'est un bon petit derby, mais on va dire régional, parce que c'est des petits marchés, c'est deux petits clubs, même s'ils ont eux aussi gagné des titres. Et on a le Sydney Derby qui, parce que c'est une opposition qui est arrivée à Sydney, qui a un poil à gratter, et c'est là, en fait, dans la ville, j'avais parlé de ça avec un supporter du Wanderers, il dit, dans la ville, il y a pas de friction entre les gens de l'Est et de l'Ouest, mais le foot nous permet de se battre, en fait, à travers le sport. Après, il y a des fois eu quelques bagarres dans les tribunes aussi, parce que, forcément, il y en a, ils s'échangent quelques amitiés, mais c'est ce qui fait que ce derby-là a été le meilleur, parce que les gens voulaient sentir cette odeur de poudre dans les tribunes, dans les commentaires. L'engagement était aussi beaucoup plus prononcé par les joueurs, l'affluence augmentait, et un jour la Ligue a voulu débuter son championnat par ce derby-là, et c'était à cette époque qu'on avait rassemblé plus de 60 000 personnes dans le stade. Dans le stade 1, et c'était, alors si c'est 60 000 personnes, c'était l'ANZ Stadium. Mais voilà, c'est le seul derby qui permet de sentir cette petite odeur de poudre qui fait qu'il est immanquable. C'est-à-dire que quand vous voulez voir un match, souvent on dit faut voir un derby pour voir à peu près qu'est-ce que le foot. Mais voilà, en Australie, si vous voulez voir un match, c'est vraiment le match, ce sera celui-ci. Après, l'inconvénient qu'il y a, c'est que depuis quelque temps, cette saveur-là, elle se perd, parce que il y a peu de clubs dans le championnat. Ils étaient que 10 avant, et 11 maintenant, et ils s'affrontaient 3 fois. Et le souci, c'est qu'à force de s'affronter, des fois, ça sent un peu le pétard mouillé, dans le sens où, on a déjà joué 2 fois contre le club, on joue 1 fois, et souvent, quand on a des gros matchs où on voit tout le temps les équipes jouer entre elles, le derby ne passe plus comme un simple match de saison régulière. Et avec l'arrivée du prochain club de Sydney, le MacArthur Football Club, j'espère qu'on va retrouver du derby comme on a connu. Je suivais pas le foot à l'époque, mais je les ai revus entre-temps, mais des saisons 2012, 2013, 2014, où il y avait vraiment cette ferveur qu'on sentait beaucoup plus que maintenant, et que je trouve qu'on se perd. Mais l'année prochaine, on va revenir sur du domicile extérieur en match, et ce sera encore mieux à suivre. D'accord, il y a une petite question, parce qu'on en a souvent parlé sur Lucarne Opposée, tu nous en as souvent parlé, c'est des origines du football australien entre descendants des Britanniques, mais aussi immigrants italiens ou immigrants slaves, balkaniques, enfin yougoslaves quoi, et les croates, serbes, etc. Là, dans cette rivalité-là,
il n'y a pas de contexte ethnique pour le coup. Bah non, mais après le Wanderers se veut comme l'héritier légitime en fait dans l'histoire, la profonde histoire du football comme on le connaît nous, hein, le football en Australie. En fait, le Western Sydney Wanderers se veut comme le phénix de ce qu'était le Wanderers Football Club, qui était à peu près le premier club de foot créé en Australie. Mais non, il n'y a pas de grosse confrontation comme on peut. Pour avoir des confrontations plus ethniques, il faut vraiment descendre dans les divisions inférieures parce que, en gros, quand la ligue a été créée, l'idée c'était que les clubs devaient être accessibles à tout le monde. Par exemple, je suis croate, français, russe, je peux supporter le Sydney FC. Je suis espagnol, portugais, grec, je peux supporter le Western Sydney Wanderers. L'idée c'était en fait la A-League a voulu créer des clubs neutres et qui s'identifieraient avec les supporters qui viendraient acheter des abonnements, mais voilà, parler entre eux, et on veut que notre identité soit à travers une façon de jouer au football et pas au travers, comme tu le disais par exemple, d'une ethnie. Alors que les gens qui veulent vraiment supporter un club ethnique, ils vont plutôt descendre dans les divisions inférieures où là on va avoir du Sydney Olympique qui est vraiment créé par des descendants de Grecs. Le Sydney United, c'est plutôt les Croates. Le City Football Club, donc là c'est plutôt la région de Melbourne, ça va plutôt être des descendants turcs. Voilà, l'Aqua Sydney FC, c'est plutôt des juifs. Enfin, voilà, là on va vraiment rentrer dans de la religion, dans de l'ethnicité, mais dans les clubs pas avec ces deux-là, parce que la ligue ne voulait pas reprendre les problèmes en fait qu'il y avait eu dans les années, les 30-20 dernières années. Il y a eu vraiment des bagarres culturelles très profondes, surtout entre clubs de l'ex-Yougoslavie, avec la Grèce, Macédoine, Albanie, mais surtout Grèce, Macédoine, où il y a vraiment, d'ailleurs, je l'avais écrit dans le magazine. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu as un article sur ce sujet, j'arrive plus à savoir si c'est dans le 10 ou le 11. Où j'expliquais tous ces problèmes-là, et donc du coup, non. Voilà. Pour le Western Sydney Wanderers et Sydney FC, on n'a pas ces problèmes, on va dire, d'ethnicité. D'accord. Bon, est-ce que maintenant tu pourrais, pour terminer, nous narrer un petit peu quelques-uns des plus marquants de ces derbys sydneyens, quoi, des matchs qui ont marqué l'histoire de la rivalité? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de derbys en 8 ans, du coup, maintenant, parce que du coup, le premier derby, c'était en 2012, et donc du coup, il y a eu 25 derbys, si je dis pas de bêtises, 3 x 8, 24, plus 1, 25. Et il y a eu plus, comme je disais, les derniers sont pas extraordinaires. Après, on peut toujours voir des choses à travers les derbys. Moi, le premier qu'il y a eu, surtout, le premier, il y a eu 1-0, c'était Del Piero qui avait marqué. Et après, on a eu un échange, on va dire, de passation de pouvoir, un peu comme le bâton de Bourgotte, on va dire, tu gagnes, je gagne, match nul et tout ça. À peu près jusqu'au 2014-2015, où c'était très partagé entre les clubs. Sydney gagnait, Wanderers gagnait, des matchs nuls. Après, il y a une nette domination de Sydney parce que le Wanderers, en fait, a changé de propriétaire dans les années qui a suivi sa création. Et le propriétaire actuel, Paul Lederer, c'est pas quelqu'un qui met beaucoup d'argent. Et à l'inverse, le Sydney FC a appuyé sa domination qui a permis d'engranger des titres et surtout de faire de ce derby le match à gagner. C'était de se dire, c'est un rendez-vous. C'est une finale, c'est vraiment un rendez-vous. Et donc, du coup, il y a eu il y a eu un écart entre le 11 janvier 2014 et le 18 février 2017. Il n'y a pas eu une victoire du Wanderers. C'était que des victoires de Sydney avec 3 matchs nuls qu'ils ont fait. Mais celui qui m'a impressionné, c'était quand ils ont retrouvé le chemin de la victoire, les Wanderers. Cette saison-là, la saison 2016-2017, le Sydney FC a vraiment écrasé le championnat. Ils n'avaient pas perdu une seule fois de la saison. Et en février, ils jouent le Wanderers, qui fait une saison. Voilà, ils sont moyens et ils perdent. Ils perdent leur seul match de la saison contre le Wanderers là. Et ça a relancé en fait. Voilà. Alors qu'ils avaient gagné, ça faisait plus de 1000 jours qu'ils n'avaient pas perdu, et le match qu'ils n'auraient peut-être jamais dû perdre, ils le perdent là. Et si je remonte un peu en avant,
là où la crise a commencé pour le Wanderers peut en fait trouver une date. C'était le 8 octobre 2016, parce que j'ai fait un article dernièrement pour Lucarne Opposée en expliquant que le Western Sydney Wanderers tombait en fait en décrépitude à partir du derby. Alors ils appellent ça le Sydney. Alors les supporters du Sydney FC parlent du Destruction Derby quand ils mettent des shoots au rival. Et c'était donc là ils avaient mis premier match, comme disait, ouverture de la saison 2016-2017, premier match Wanderers contre le Sydney FC, ANZ Stadium, 61 000 spectateurs au stade. Le Sydney FC colle un 4-0 au Wanderers. Et là, c'est catastrophique parce que il y a perdre un derby et prendre une valise. Et là, ils avaient vraiment pris une valise et ils terminent à 10 en plus, si je me trompe pas. Donc du coup, c'était catastrophique. Et j'explique ça dans l'article. À partir de cette date-là, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Donc après, donc à la fin de cette saison-là, donc ils gagnent le match. Le Wanderers gagne le match contre le Sydney FC, la seule défaite du club, qui deviendra champion, qui fera le doublé en plus, championnat plus. Alors Premiership, le titre de champion de saison régulière, et Championship, le titre de Championship. Et du coup, après, en 2017-2018, pareil, 5-0 pour le Sydney FC, donc nouveau Destruction Derby. Et après, on perd un petit peu en saveur, puisque il y a moins en moins de monde qui viennent au stade. Parce que le problème, c'est que les matchs étaient aussi joués à l'ANZ Stadium, et on n'a plus eu d'autant de personnes en fait qui venaient au stade. Parce que faire 60 000 personnes, c'est extraordinaire pour le football australien, pour un match de saison régulière, j'entends. Et donc, du coup, preuve du côté palpitant de ce derby. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, les gens disaient, on va à l'ANZ Stadium, il est grand, il est vide, les champs se perdent un peu dans l'air, et donc du coup, on ira l'année prochaine, on ira un autre jour. Et donc du coup, ça perdait un peu de sa saveur. Et puis Sydney, qui était très fort, continuait à gagner, sans vraiment avoir une opposition très, on va dire, à la hauteur de derby. Donc ça se perdait en plus de ça. Il y a de moins en moins de supporters qui venaient, et ils se perdaient un petit peu, comme je l'expliquais en début de ce podcast. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui est revenu, c'est que le Wanderers a retrouvé son stade, donc le Bankwest Stadium, parce qu'en fait, donc du coup, il joue au Parramatta Stadium, qui a été détruit, et en attendant la destruction, il jouait dans le stade du Sydney FC. Donc, je vous explique pas le truc, parce que déjà, le Wanderers a pas forcément une grosse, on va dire, ils font pas 45 000 personnes par stade, mais alors en plus, si vous allez jouer dans le stade du rival, enfin, c'est pas votre stade, c'est pas chez vous, donc on a moins envie d'y aller, et forcément, le Sydney FC, voilà, c'est compliqué. Et depuis que le Bankwest Stadium, donc le nouveau stade, est fait sur les poudres de l'ancien stade, il se retrouve, et on retrouve un peu du coup, sur les matchs les plus récents, et on retrouve un petit peu ce côté d'un Sydney cette année, donc cette saison, donc avant le Covid, bien sûr. Ils ont perdu aucun match, sauf 2, contre le Western Sydney Wanderers. 2 fois, une défaite, 1-0. Et c'est marrant, en fait, c'est pas forcément les matchs les plus incroyables, parce que forcément, un 5-0, mais c'est parce que le match on sentait qu'il y avait un petit peu plus d'opposition, parce que c'était dans le nouveau stade, il y avait plus de monde, il y avait à peu près 30 000 personnes, les chants étaient beaucoup plus forts. J'avais lu deux trois interviews de joueurs qui disaient l'excitation était revenue, et donc du coup, même si le Wanderers finit hors du top 6, donc c'était même pas qualifié pour les playoffs, ils ont vraiment eu une réelle opposition ce jour-là. Et c'est ce qui permet, comme je te le disais, de faire raviver un peu cette flamme de derby qui s'est perdue sur les quelques saisons dernières. Et ce que je te disais aussi, c'est que comme on va avoir 12 équipes, on va sûrement, pour l'instant c'est pas officiel, mais repasser sur du domicile extérieur en match, et on va avoir moins de confrontations, mais on va avoir peut-être plus d'émotions. Plus d'émotions. Moins de confrontations et plus d'émotions. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on souhaite à la Ligue, parce que, comme vous pouvez le lire sur Lucarne Opposée, la Ligue a d'énormes problèmes financiers. Alors, si des derbys comme ceux-là pouvaient permettre de faire du Mondiovisio, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Mondovisio. Voilà. Oui, c'est ça, Mondiovisio. Et vendre cette affiche dans le monde entier, ce qui pourrait lui permettre de respirer un petit peu plus. Très bien, c'est Mondovision. En Mondovision, maintenant tu me fais douter, du coup. Mondovision. C'est ça. Bon, eh bien. J'ai eu un doute. Oui, moi aussi, t'as fini par me faire douter. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Comme tu as dit, il y a du football en Australie, il y a de l'émotion autour du football en Australie. Tu nous l'as très bien décrit. Merci beaucoup, Antoine.
Merci à toi, Simon. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!